Je suis un peu triste parce que j'aurais voulu vous parler de la beauté du silence, de la beauté de la parole. Je crois qu'il y a une beauté du silence et qu'il y a une beauté de la parole, mais il y a aussi une horreur du silence. Le silence où je m'empêche de parler, où j'ai peur de parler et où je n'existe pas dans le monde, et puis l'horreur de la parole, des paroles blessantes, meurtrières, méprisantes, culpabilisatrices, le silence de l'indifférence aussi. J'aurais voulu ce soir être drôle, vous faire rire, mais je me suis donné la mission de vous parler de quelque chose de bien difficile, qui est la violence. Mais avec un espoir, l'espoir de donner des pistes pour sortir de la violence. Alors, c'est encore pire, c'est sortir de la violence pour aller vers les conflits. Parce que je crois qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le conflit est devenu nécessaire. Nous vivons dans un monde où on ne peut pas se passer de conflit parce que nous sommes différents, parce que nous vivons ensemble en étant différents, nous n'avons pas le même pouvoir, nous n'avons pas les mêmes normes, les mêmes valeurs, et nous devons être en conflit. Et la question, c'est comment être en conflit sans violence. Je vais d'abord vous raconter une histoire pas très drôle. L'histoire d'un enfant qui est né pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, pendant cette guerre, a passé une partie de son enfance dans une cave avec ses parents et avec d'autres personnes. Il était malade, cet enfant, il avait la coqueluche, et sa mère étouffait sa bouche, mettait la main devant sa bouche pour l'empêcher de tousser, de peur qu'on le repère, qu'on les repère, et qu'on les envoie, vous savez bien où, assez loin. Et cet enfant ne pouvait pas avoir sa voix, il était étouffé par la peur de sa mère. L'histoire aussi d'un enfant né pendant la Seconde Guerre mondiale et dont les 4 frères ont été assassinés dans un massacre collectif à peu près le jour de sa naissance, dans un pays lointain. L'histoire d'un enfant à qui sa mère disait « Tu es fou, tu es fou, tu es fou, et tu es méchant, mais ce n'est pas de ta faute, c'est la faute des Allemands. Ce sont les Allemands qui t'ont fait ça. » Et la violence de cette mère, de cette pauvre mère qui disait ça à cet enfant. Et cet enfant a vécu une grande partie de son enfance dans la peur. Il avait tout le temps peur. Il faisait pipi au lit jusqu'à l'âge de 10 ans. Et puis chaque fois qu'il marchait dans la rue et qu'il passait devant une porte, la porte d'un immeuble, il tremblait de peur. Il tremblait de peur à l'idée de ce qui pouvait en sortir. Il ne savait pas qui il était. Il ne savait même pas s'il était un animal, s'il était un hybride, s'il était une chose. Il ne savait pas qui il était. Cet enfant, bien entendu, vous l'avez deviné, c'était moi. Et j'ai dû guérir. J'ai dû apprendre à me guérir, à guérir de ces peurs, de cette peur, de ce silence, de cette violence. Et c'est ainsi aussi que je suis devenu guérisseur de la violence, guérisseur de la peur et guérisseur de la violence. Je ne pense pas qu'on puisse enseigner la non-violence, comme certains le pensent. Je ne pense pas d'ailleurs qu'on peut enseigner à communiquer aux êtres humains, à aimer. Je pense que ce qui nous empêche d'aimer, de communiquer, de vivre avec les autres, ce qui nous empêche d'être non-violents, eh bien ce sont nos blessures, ce sont les blessures que nous devons guérir. Et c'est pour ça que je parle de guérison. Je pense qu'on ne doit pas nous enseigner ce que nous devons être, comment nous devons nous comporter, mais on doit nous aider à guérir. Alors je travaille évidemment dans des endroits difficiles de la planète, dans des endroits où il y a de la guerre, dans des endroits où il y a des guerres civiles, des massacres au Moyen-Orient, dans le Caucase russe, en Afrique, au Rwanda, après la guerre civile et le génocide. Mais en même temps, je travaille aussi avec des gens comme vous, comme moi, comme nous le sommes tous. Et je me suis rendu compte que nous avons tous besoin de guérir cette violence qui nous pourrit la vie. Ce qui nous pourrit la vie,
ce qui nous pourrit la vie dans nos relations de couple, dans nos relations de famille, avec nos enfants, avec nos collègues, avec nos professeurs, nos élèves, c'est la violence. Et c'est une violence subtile que nous ne voyons pas toujours. Ce n'est pas la violence du génocide. Ce sont des violences beaucoup plus subtiles où nous sommes indifférents aux autres, où nous humilions les autres, où nous sommes humiliés, où nous sommes ignorés. Et c'est cette violence, en fait, que nous avons tous besoin de guérir, y compris lorsque nous sommes dans des pays développés, dans des pays riches, où apparemment la violence n'existe que dans quelques banlieues à l'écart, et où, ma foi, la vie a l'air convenable, si on la compare à des endroits de la planète très déshérités. Alors dans ce travail, je vais vous donner peut-être une idée du processus qui amène la guérison, qui amène le changement et qui amène à sortir de la violence. Alors d'abord, dans un groupe comme ceux que je mène, avec n'importe quel public, c'est la même chose au Rwanda, c'est la même chose en France, c'est la même chose aux États-Unis. Au début, ça se passe un peu toujours de la même façon. Il y a des gens qui parlent. Alors ceux qui savent bien parler, ils parlent, et en fait, ils ont au début un masque. Et ce masque, qui peut être professionnel, qui peut être un masque tout simplement humain, ils vont utiliser des mots qui vont les aider à impressionner, à dominer, à faire peur aux autres, à montrer qu'ils sont les meilleurs. Et puis il y a ceux qui se taisent. Ceux qui se taisent, eux, ils pensent qu'ils n'ont pas le droit à la parole. Ils pensent que s'ils parlent, ils vont être rejetés, méprisés, humiliés. Ils pensent que leur parole n'a pas d'importance. Et c'est ce qui se passe au début. Au début, chacun a son masque. Il y a ceux qui ont un masque de bêtise. Il y a ceux qui ont un masque de pouvoir. Il y a ceux qui ont un masque d'indifférence. Et moi, je travaille avec toutes sortes de gens. Je ne travaille pas forcément avec des gens qui sont des volontaires pour faire ce travail, mais qui ont besoin, parce qu'ils souffrent, et ils ont envie de sortir de cette situation de souffrance. Ça, c'est le début. Qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, après, il y a tout un accompagnement qui amène les gens à parler de leur peur. C'est-à-dire à voir que derrière le masque, il y a de la peur, il y a la peur des autres qui peuvent nous faire violence, les autres qui peuvent nous humilier, qui peuvent nous agresser, nous attaquer, nous rejeter. Et ces peurs ont besoin d'être dites. Dans tous les groupes, les gens ont peur, mais ils n'ont même pas conscience qu'ils ont peur. Et le premier travail à faire, c'est de les aider à dire leur peur. J'avais pris quelques notes de peur qu'on trouve dans des groupes. Il y a des gens qui disent ou qui pensent « il y a des gens plus intelligents que moi ici. Celui-là prend trop de place. Je ne me sens pas bien avec eux. Si je dis ce que je pense vraiment, on va me traiter de raciste. On va me tomber dessus. » Et puis, il y a des paroles de violence. Il y a une violence qui est là, sous-jacente. Et puis, dans certains groupes difficiles, il y a des paroles qui se disent. Il y a des policiers qui me disent, et qui disent devant tout le monde, mais les habitants de ces quartiers-là, en fait, il faudrait, si on nous laissait faire, il faudrait les passer tous au lance-flammes. On serait débarrassé d'eux. Il y a donc ce début, cette violence qui commence, et il y a ces peurs qui se disent. Quand les peurs se disent, une certaine confiance commence à s'installer. La peur diminue. Les gens commencent à se dire, mais finalement, j'ai peut-être peur, mais peut-être le danger n'existe pas. Et donc, ils commencent à diminuer leur peur. Le deuxième stade par lequel les gens passent, c'est qu'après avoir parlé de leur peur, ils commencent à parler de leur souffrance. Ils commencent à parler de leur souffrance et ils sont aidés en cela à parler de leur souffrance. Et les souffrances, je reprends la liste de mots que j'avais préparée, et leur souffrance, c'est je ne supporte pas d'être mis dans une case. Mon père m'a toujours fait sentir que je n'étais pas à la hauteur. Dans mon équipe, je suis la seule à ouvrir ma gueule et je le paye très cher. J'ai survécu grâce à la danse, mais l'essentiel me manque. Ma vie amoureuse est une catastrophe. Je voudrais faire ce qui me passionne, mais dans la boîte où je suis, on ne me laisse pas faire et je ne peux pas faire ce qui me passionne vraiment. Toutes ces phrases disent les souffrances.
Et dans les endroits les plus difficiles, c'est le moment où les gens commencent à parler de la souffrance. C'est le moment où des Israéliens et des Palestiniens, réunis ensemble, commencent, au lieu de porter des accusations vagues sur les uns, vous êtes des terroristes, les autres, vous êtes des occupants, au lieu de porter ces accusations vagues, les gens commencent à parler vraiment de ce qu'ils vivent concrètement. Les Palestiniens, les Israéliens se mettent à parler de ce qu'ils vivent, pas seulement à cause des autres, mais de ce qu'ils vivent dans leur milieu, dans leur famille. Ils commencent à parler de ce qu'ils souffrent dans leur famille, et lorsqu'ils parlent des autres, au lieu de dire « vous, les Israéliens, vous êtes tous des tueurs, vous, les Juifs, vous êtes tous des banquiers », eh bien, ils commencent à préciser, à dire très concrètement ce qu'ils ont réellement vécu, les souffrances qu'ils ont réellement vécues ou les souffrances de leur famille. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui naît. Quelque chose qui naît dans cette souffrance partagée, c'est un sentiment d'humanité partagée. C'est-à-dire que les gens se rendent compte qu'ils sont tous des êtres souffrants, des êtres qui ont souffert. Et ils se retrouvent là-dedans. Ils se retrouvent là-dedans et un autre exemple qui m'a bouleversé que je ne peux que vous le raconter, c'est quand j'ai travaillé au Rwanda en réunissant des génocidaires, des gens qui avaient commis des massacres horribles, qui sortaient de prison et qui doivent revivre à nouveau dans les villages avec les survivants, avec les gens dont ils ont tué la famille. Eh bien, je me souviendrai toujours de cet homme qui a raconté, dans un groupe, justement, où il y avait des ex-prisonniers génocidaires et des survivants, il a raconté que quand il était enfant, qu'il avait 10 ans, des adultes lui ont mis un sabre dans la main et lui ont dit de tuer des enfants plus petits que lui. Et il l'a fait. Et il l'a raconté, et ce récit était tellement bouleversant, on a tellement pu comprendre de l'intérieur la peur qu'il avait, la souffrance, le remords, la peur des grands, la peur des adultes. Et on a tellement senti, les gens ont tellement senti qu'il y a eu un sentiment de fraternité qui est né. Et ce sentiment de fraternité arrive dans tous les groupes, non pas quand les gens essayent de donner une bonne image d'eux-mêmes, non pas quand les gens se battent pour montrer à quel point ils sont bien, mais il naît à partir du moment où les gens avouent leur faiblesse, avouent leur peur, avouent leur souffrance. Et cette humanité-là, elle est décisive à ce moment-là. Parce que, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que l'autre n'est plus un monstre, l'autre n'est plus entièrement mauvais. Il est comme moi, il est un être souffrant comme moi. Il a vécu des choses que moi aussi j'ai vécues et j'ai une possibilité de m'identifier à lui. C'est le moment, par exemple, où toujours dans ce groupe auquel je pense, où il y avait des Palestiniens et des Israéliens, le Palestinien dit d'un seul coup à un Israélien, il lui dit « Mais pour moi, maintenant, tu es toujours un adversaire, tu es toujours un ennemi, je dois te combattre, mais tu es un être humain, tu n'es plus un monstre, tu es un être humain. » Et ce moment-là est décisif parce qu'à ce moment-là, effectivement, le conflit est possible. Un conflit, d'ailleurs, qui pousse les gens dans leur retranchement. Un conflit qui les amène à sortir ce qu'ils ont dans le ventre. Et à ce moment-là, quand ce conflit existe, ce conflit sans violence, où l'autre n'est pas vu comme un monstre, à ce moment-là, ce n'est pas la vérité qui sort, parce que, comme on sait, chacun sa vérité, mais c'est la réalité. C'est la réalité qu'on oublie, la réalité qu'on ne connaît pas, parce qu'on est aveuglé par le filtre de nos haines, de nos peurs, de nos passions, et à ce moment-là, on se met à parler de la réalité. Et on peut faire quelque chose à ce moment-là. On sort de l'impuissance parce qu'on n'est plus dans des généralisations, on est dans des choses très concrètes où on a besoin de se battre, effectivement, mais où peut se battre, on peut se battre. Alors, je voudrais dire également une dernière chose, c'est que je pense qu'il faut qu'on réhabilite la peur. Il faut qu'on réhabilite la violence. Tout à l'heure, je vous ai dit ma difficulté, ma tristesse à l'idée de vous parler de la peur et de la violence. Mais je pense que c'est un message très, très heureux de réhabiliter la peur. On nous dit, par exemple, on nous parle de la peur de l'autre. On nous dit la peur de l'autre, la peur de l'autre. Il ne faut pas avoir peur de l'autre.
Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge qu'on nous inculque pour nous empêcher d'être en conflit, pour nous empêcher de nous battre pour nos valeurs, pour nos besoins, et tout en écoutant les autres, en écoutant évidemment les besoins des autres, en les écoutant, mais en se battant. L'autre, ce n'est pas l'autre qui nous fait peur. Ce qui nous fait peur, c'est celui qui peut nous faire violence, celui dont j'imagine qu'il peut me faire violence, ou qui me fait violence réellement. Lorsque je suis dans le métro et que je vois un moine bouddhiste, c'est un autre, il est vraiment autre, il a une tonsure, il a une robe orange, il ne me ressemble pas, il a une autre religion que moi, mais il ne fait pas peur. Il ne fait pas peur parce que je n'ai pas peur de sa violence, ou peut-être parce qu'il n'est pas violent avec moi, et en tout cas, moi, je n'ai pas peur de cette violence. Donc la peur, en fait, il faut qu'on arrive à distinguer les peurs face à des dangers réels qui font qu'on a besoin d'être en conflit, qu'on a besoin de se battre pour empêcher l'autre de nous faire du mal, pour empêcher l'autre d'être violent avec nous. Et puis il y a les peurs imaginaires, pas les peurs imaginaires, la peur n'est jamais imaginaire, mais il y a les dangers imaginaires qui viennent de mes peurs, de mes blessures anciennes, de tout ce que j'ai subi, de toutes les violences que j'ai subies, car nous avons tous subi des violences dans notre histoire personnelle, et qui font que nous avons peur d'être jugés, d'être agressés, et quelquefois de façon imaginaire, pour des dangers imaginaires. Donc ça, c'est très important que nous arrivions, si nous voulons vivre ensemble, si nous voulons survivre ensemble, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est là. Aujourd'hui, on n'arrive pas à vivre ensemble difficilement dans les familles, dans les couples, dans les quartiers, dans les sociétés, et je ne parle pas que du Rwanda ou du Congo, où il y a eu 5 millions de morts en 20 ans, je ne parle pas de ces sociétés où les choses sont dramatiques, je parle de nos sociétés d'abondance, où nous avons des violences subtiles dans tous les coins de la société, dans des sociétés où les gens se droguent, des sociétés où les gens s'alcoolisent, où les jeunes se suicident, où il y a des dépressions innombrables. Non, il y a vraiment aujourd'hui à réhabiliter cette peur qui permet le conflit et à faire la distinction avec des peurs qui viennent de nos blessures. Et je voudrais aussi réhabiliter la violence. Je voudrais réhabiliter la violence parce que ce que nous appelons souvent violence, lorsqu'il y a agressivité, lorsqu'il y a colère, souvent c'est du conflit. Mais du conflit qui ne sait pas se dire. Du conflit, c'est-à-dire nous aurions besoin d'un accompagnement, d'espace pour le conflit. Mais dans nos sociétés, il n'y a pas d'espace pour le conflit, il n'y a pas d'apprentissage du conflit. On nous dit de bien nous entendre avec les autres, mais on ne nous explique pas comment être en conflit. Et la violence, il y a la violence imaginaire, c'est-à-dire la violence qui vient de nos peurs et de nos peurs de danger que nous fantasmons parce que nous avons été victimes de violences et nous croyons que les autres vont nous abandonner, que les autres vont nous culpabiliser, nous maltraiter. Mais il y a aussi, quelquefois, un besoin de comprendre que notre violence, c'est peut-être une réaction légitime qui cache un conflit. Et pour moi, le message que je voudrais donner aujourd'hui, c'est que le conflit, même s'il est agressif, même s'il paraît violent, entre guillemets, c'est ce qui va nous permettre de vivre ensemble. Il y a l'union, il y a l'amour, il y a l'empathie, il y a tout ça qui existe, mais il y a aussi le conflit, et sans le conflit, je pense que nous ne survivrons pas dans une époque aussi déstabilisée que la nôtre, dans une époque où tout dégringole, la confiance dans les politiques, les familles, la bonne entente dans les familles, la bonne entente dans les quartiers, entre les enseignants, les élèves. On voit bien qu'aujourd'hui, dans cette crise multiple, eh bien, nous avons besoin d'apprendre le conflit. Merci.